Il faut rappeler que Lucie, même si elle est fameuse, est un petit squelette qui est loin d'être complet, mais qui est quand même moins incomplet que les autres, puisqu'il est composé de 52 ossements sur 206. C'est un petit squelette de pré-humain. C'est un petit squelette d'un petit peu plus de 3 millions d'années, découvert en 1974 dans l'est de l'Éthiopie. Et la grande information que l'on retire de Lucie, c'est le fait qu'elle est à la fois debout, bipède et grimpeuse. Elle continue à grimper, donc elle est arboricole comme les ancêtres, comme les gens d'avant, et elle est déjà un petit peu bipède comme les gens qui vont descendre d'elle. Lucie était-elle encore un singe ou était-elle déjà humaine? À partir des fragments de son squelette, les préhistoriens tentent de reconstituer la vie des australopithèques qui peuplaient la Terre il y a plus de 3 millions d'années. Pour les archéologues, l'expérimentation fait revivre le passé et ouvre de nouvelles pistes. Les chercheurs comprennent mieux aujourd'hui comment Lucie marchait, ce qu'elle mangeait, et même comment elle donnait la vie. Déjà, il y a des idées un peu reçues qui sont, en ce qui concerne l'accouchement, que l'accouchement des australopithèques devait être de type singe. Chez un singe, chez un grand singe, comme le chimpanzé, l'accouchement est très facile, car le nouveau-né, voici sa tête, doit passer au travers de cet anneau osseux, mais qui est beaucoup plus grand que la tête. Et le nouveau-né passe tout droit et sort en arrière du bassin. Dans l'espèce humaine, on a un bassin qui est très court, on a un cercle osseux qui est très contraignant pour le nouveau-né et qui est plus large que long. Donc le crâne du nouveau-né se place en oblique. Et ensuite, il doit effectuer une rotation sur lui-même et se fléchir pour ressortir en avant du corps. Ça indique aussi une difficulté d'accouchement. Alors, dans le bassin de Lucie, qui est un bassin qui est très court et très large, l'hypothèse la plus probable, c'est que le crâne donc, ne peut pas rentrer comme dans le cas d'un accouchement de singe, c'est-à-dire dans l'axe du bassin. Il se place comme dans l'accouchement humain, en oblique, et d'ailleurs la courbe du crâne s'adapte à la courbe du bassin. Et là, il faut évidemment que je fasse tourner le crâne, comme dans l'accouchement humain, pour ressortir en avant du corps. Je pense qu'on peut dire que c'est un accouchement de type humain, et que déjà chez Lucie, il y avait des difficultés d'accouchement. En fait, l'hypothèse des auteurs était que l'accouchement était une fonction prioritaire dans l'évolution de la forme du bassin. Et en réalité, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, la bipédie est une fonction extrêmement marquante sur le bassin. C'est ce qui a transformé le bassin humain. Et ensuite, il y a eu un bricolage entre les contraintes de la bipédie qui tendaient à réduire la taille du bassin et la nécessité d'accouchement, ce qui a conduit à un remaniement avec une ouverture vers l'avant du bassin pour que l'accouchement puisse se faire vers l'avant. Marcher debout semble avoir été l'étape incontournable sur le chemin qui mène à l'homme. Pour le savoir, ce sont les singes qui aujourd'hui peuvent nous renseigner. Quand un chimpanzé marche bipède, il semble déporter le poids de son corps à gauche et à droite et marcher de façon chaloupée. Un gibbon, quand il marche, semble marcher en sautillant, en déplaçant son centre de gravité verticalement fortement, alors qu'un homme est le seul à pouvoir marcher en tenant un verre d'eau à la main, en réduisant ses déplacements accessoires. D'où l'idée de tester cette hypothèse que de Lucie à nous, le processus qui aurait fonctionné, ce serait une réduction de ces déplacements accessoires du centre de gravité du corps. Nous avons revêtu le corps des sujets d'un collant sur lequel on avait fait un maillage de points
Et en gros, le corps était transformé en volumes successifs, en cubes. Alors au début, les chimpanzés étaient un peu perturbés par le bruit des moteurs et tournaient la tête et se dirigeaient vers les moteurs. Et avec l'aide de leur maître, ils ont finalement marché le long de la piste de marche sans difficulté. Et les enfants aussi. De façon surprenante, on s'est aperçu que la façon de marcher du chimpanzé n'était pas conforme aux observations empiriques que nous avions faites avant. En fait, par rapport à l'homme, les déplacements latéraux et verticaux du centre de gravité sont plus faibles que chez l'homme. Et la grosse différence, c'est dans le fait que la marche de l'homme est une marche périodique. Le centre de gravité se déplace de façon régulière, périodique, alors que la marche du chimpanzé n'est pas une marche périodique. On n'a pas pu déceler de mouvement périodique. On croyait précédemment que le chimpanzé avait déjà la structure de la marche humaine, c'est-à-dire qu'il se déplaçait à droite et à gauche lors de simples appui, que son centre de gravité suivait ce déplacement. Et en fait, nous avions présupposé quelque chose de très évolué chez le chimpanzé qui en fait n'existe pas. Et le chimpanzé est un peu comme un équilibriste sur un fil tendu qui a besoin de faire de grands mouvements de compensation dynamique avec ses bras longs et massifs. Et la précision de sa trajectoire vient du fait qu'il mobilise toutes les parties de son corps pour arriver à tenir son équilibre bipède. Donc nous l'avons appelé marche de l'équilibriste en quelque sorte. Les résultats de cette expérience appliqués au squelette de Lucie, on peut dire plusieurs choses. Voilà le bassin de Lucie et le fémur de Lucie. Lucie avait déjà des caractères de bipède, on l'a vu, cette faible hauteur du bassin, cette faible distance entre les articulations de la hanche et le sacrum, ça c'est un caractère de bipède. Et sur son fémur, Lucie également avait un caractère très important, c'est l'obliquité du fémur qui permet cette position rapprochée des genoux, cette position adductée. Par contre, ça c'est deux caractères de bipède. Par contre, Lucie avait des membres inférieurs encore courts. Quand je superpose le fémur de Lucie sur le fémur, la longueur du fémur d'un chimpanzé, vous voyez que la longueur est à peu près la même. Et on a vu tout à l'heure qu'un centre de gravité bas par rapport au sol et permet ces mouvements de compensation dynamique importants. On peut en déduire que chez Lucie, elle utilisait encore dans sa marche des mouvements de compensation dynamique importants comme le chimpanzé. Lucie ne marchait pas encore comme un homme, mais déjà plus comme un singe. Pourtant, c'est en testant différents aliments sur des macaques, des babouins et des chimpanzés que les scientifiques cherchent à retrouver son alimentation. Mastication à droite. Super. Encore. Coco. Mastication à gauche. Nous avons 3 jauges dans 3 directions différentes qui permettent d'enregistrer comment s'expriment les tensions, les compressions. Donc il faut un système qui permette d'enregistrer quelles sont les déformations que subissent un os pendant l'incision, la mastication d'une pomme, d'un noyau, d'une noix, etc. Et l'intérêt de l'expérimentation, c'est de déterminer dans quelles circonstances, avec quel type d'aliment, on a tel type de déformation qui domine par rapport à l'autre, et donc tel type de morphologie. Tous les grands singes, les babouins, les chimpanzés, les hommes, ont des régimes très éclectiques. Néanmoins, il y a des petites préférences ou des possibilités de consommer des nourritures que les autres espèces concurrentes ont plus de mal à mastiquer ou à se procurer. Et si on regarde par rapport à un chimpanzé,
Eh bien, la mâchoire de Lucie, surtout sa mandibule, est beaucoup plus haute là, avec beaucoup plus large ici. Là également, ça va être plus robuste. Et surtout, cette branche qu'on appelle la branche montante, eh bien, va être plus large et beaucoup plus haute. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que notre petite Lucie, qu'on croit si gracile avec ses 1,06 m et ses 27 kg, avait une mâchoire extrêmement robuste. Donc ces australopithèques avaient des structures, donc des constructions qui soutiennent les dents, qui étaient beaucoup plus fortes. Les dents étaient plus fortes également. Et tout ça donc est lié à une adaptation qui incorporait donc des nourritures certainement beaucoup plus coriaces, comme notamment les tubercules. Les chimpanzés mangent peu de racines, mangent peu de tubercules, chimpanzés ordinaires. Hein. Par contre, nous les hommes, et certainement les australopithèques, consommaient beaucoup d'oignons, tubercules, rhizomes, racines et des noix. Et pour cela, donc, il faut des mâchoires solides. Au fur et à mesure des expérimentations, les zones d'ombre de notre passé s'éclairent. Mais que va devenir, après Lucie, la grande famille des australopithèques? Vers 3 millions d'années, évidemment, on voit apparaître d'autres formes d'hominidés, notamment des formes plus robustes, ce seront les australopithèques robustes, et puis d'autres encore robustes, mais qui vont devenir un peu plus graciles, les hommes. Or, tous quasiment mangent les mêmes choses. Simplement, les hommes sont un peu plus doués pour chasser, donc ils vont manger, au lieu que ce soit 5 ou 10% de viande dans leur régime, c'est peut-être 15 à 20%. Les australopithèques robustes, c'est peut-être, au lieu de 20% de tubercules, peut-être 30 ou 40%. Je n'en sais rien, mais ce sont des idées un peu générales. Arrive une période de crise. Eh bien, Lucie avait été handicapée, puisque sur les tubercules, il y a un concurrent qui est un peu plus performant, les australopithèques robustes. Sur la viande, il y a déjà un autre qui est un peu plus performant, ce sont les hommes. Et Lucie va disparaître, comme tous les autres australopithèques, vers 3 millions d'années.